Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Enfin non, j'espère que vous allez mal d'une certaine façon, parce que quoi de plus normal que d'être à minima un peu bif-bof, voire au fond du trou en ce moment. C'est le printemps, le soleil revient, et une bonne partie du monde a basculé ou bascule dans le fascisme, les génocides et ou la guerre. Ça a difficilement pu vous échapper, j'imagine. Donc je me suis dit que c'était sans doute le bon moment pour vous partager des livres qui, personnellement, m'ont aidé à différents moments de ma vie à retrouver un peu d'espoir, à respirer un peu mieux, ou à renouer tout simplement avec la beauté. Je vais sans doute parler beaucoup et en roue libre, donc n'hésitez pas à me poser dans un coin, tel un podcast, et n'hésitez pas non plus à avancer au livre suivant si jamais il y en a un qui vous intéresse pas trop. Et juste pour introduire brièvement, parce que ça me semble quand même important, sachez que cette sélection de livres, je l'ai en gros organisée autour de 2 axes. Numéro 1, déjà, je vais vous présenter des livres juste mignons. Parce que oui, il m'arrive d'en lire. Des livres plutôt lumineux qui m'ont apporté du réconfort parfois quand j'étais vraiment au bord du gouffre. Et finalement, je considère que c'est déjà énorme qu'un livre puisse apporter ça. Et que si la littérature parfois ne sert qu'à ça, à être un petit sanctuaire ou même juste un divertissement qui permet de reprendre sa respiration quand on vit des violences au quotidien, quand on souffre, etc. Bah, je considère que c'est déjà énorme en fait qu'un livre puisse apporter ça et que ça a énormément de valeur. Et le deuxième axe, parce qu'on ne se refait pas, je vais aussi vous présenter des livres qui sont un petit peu plus politiques, dans le sens où ils m'ont fait du bien parce qu'ils parlent de solidarité, ils parlent de care, ils parlent d'amour, ils parlent d'organisation collective. Et en fait, globalement, je dirais que c'est des livres qui aident à se projeter dans des sociétés différentes et ou à se projeter dans la lutte comme quelque chose de joyeux, de profondément réparateur et qui mérite en fait de s'accrocher. Et moi, non seulement ça me fait du bien de lire des histoires qui parlent du soin qu'on s'apporte les uns aux autres, mais ça me fait aussi du bien de lire des textes qui mettent en action d'une certaine manière. Et en fin de vidéo, je vous présenterai des livres que j'ai pas encore lus, mais que je projette, moi, de lire en ce printemps 2026, et qui, je trouve, correspondent complètement à ces 2 axes, beauté / mignonnerie, et livres qui parlent de solidarité, de care et d'organisation, etc. Donc voilà, j'espère que cette sélection vous plaira, n'hésitez surtout pas, par pitié, à l'enrichir dans les commentaires. Et si vous repérez des choses qui vous font envie et que vous voulez vous procurer des livres pas chers, sachez que j'ai un code promo pour vous grâce au super partenaire de cette vidéo, Recyclivre. Recyclivre, c'est un site d'achat et de revente de livres d'occasion que j'utilise moi-même depuis je sais même pas combien de temps. On y trouve donc des livres d'occasion, ce qui permet d'économiser, mais aussi parfois de retrouver des éditions qui n'existent plus ou des livres qui sont plus édités. Et ce qui est très pratique, c'est que si le titre que vous cherchez n'est pas dispo, vous pouvez activer une petite alarme pour être prévenu par mail dès qu'il y aura un exemplaire sur le site. Et sachez au passage que sur leurs réseaux sociaux, ils font aussi souvent des petites opérations thématiques. Par exemple, au mois de mars, ils ont fait plusieurs choses autour des autrices et du féminisme. Et aussi, ils s'amusent à créer des mèmes. Tu ne pourras plus faire marche arrière une fois que tu auras commencé. Je les adore. Bref, si vous voulez vous procurer des livres de votre wishlist, si vous voulez vous constituer une petite pile à lire pour ce printemps, Recyclivre et moi, on vous offre moins 20% sur toute votre commande dès 10€ d'achat avec le code Margorito20. Attention, le code n'est valable que jusqu'à cette date qui s'affiche maintenant et que je ne connais pas au moment où je tourne cette vidéo. Toutes les infos sont dans la description, j'espère que vous en profiterez bien et je remercie encore Recyclivre d'être un sponsor régulier de cette chaîne et donc de m'aider à rémunérer mon travail en complément de vos soutiens très précieux sur Ko-fi et sur Patreon. Alors le premier livre dont je voulais vous parler, là on va vraiment être du côté cosy et mignon de cette sélection, avec en plus un univers nature, les champs, la forêt, la campagne un peu fantasmée, tout ça. C'est un livre très printanier finalement, il s'agit de Une année à la campagne de Sue Hubble. Alors, Une année à la campagne, c'est un livre autobiographique qui est paru en 1986, dans lequel l'autrice, après une carrière de biologiste puis de bibliothécaire, elle a décidé de prendre ses clics et ses claques et d'aller s'installer dans une région très montagneuse et très sauvage des États-Unis, au sud du Missouri,
pour se lancer dans l'apiculture. Et donc dans ce livre, elle va tout simplement nous raconter sa vie quotidienne et elle va aussi parfois convoquer un peu des souvenirs de choses qui l'ont menée jusqu'ici. Alors il faut savoir que je suis politiquement plutôt très critique de tous ces mouvements qui sont notamment représentés dans la littérature états-unienne, dans lesquels des personnes des classes supérieures et des classes intellectuelles utilisent leurs privilèges pour, au bout d'un moment, faire un peu sécession et quitter la ville pour aller vivre à la campagne. Une campagne que, bien souvent, ils fantasment et dont ils ne subissent pas les inconvénients en raison de leurs privilèges. Et je vous dis ça en tant que personne qui a été élevée et qui a grandi dans un patelin de 60 habitants, donc je sais de quoi je parle en fait. Mais bref, alors que je suis critique d'un point de vue politique, d'un point de vue littéraire, ça reste des récits que j'aime beaucoup, parce que déjà je crois que ça me fait quand même vraiment du bien quand je lis des choses qui parlent de la faune et de la flore, et ça me fait aussi beaucoup de bien de lire des livres qui parlent du quotidien, et qui parle du détail des choses. Et donc à ces deux égards, le livre de Sue Hubble, il a vraiment été un coup de cœur monumental pour moi, et quand j'avais parlé de cette lecture sur Instagram, j'avais pu constater que j'étais vraiment pas la seule qui avait été très marquée par ce livre. C'est un texte qui est très marquant, je pense, parce que l'autrice, elle a une posture qui est très humoristique, qui est très humble, et de manière plus générale, la personne qui se dégage du texte, c'est quelqu'un de très attachant, avec énormément de charme. J'avais déjà parlé de ce livre une fois en vidéo, et j'avais dit que c'était vraiment un livre qui vous charme. En tout cas, en le lisant, j'avais vraiment la sensation de me promener dans les champs avec quelqu'un qui me raconte plein d'anecdotes. Et Sue Hubble choisit ces anecdotes et elle les raconte avec tellement de soin que vous ne pouvez pas être autrement qu'à fond quand elle vous raconte l'histoire d'une abeille qui n'arrive pas à trouver la sortie d'une pièce, quand elle vous raconte l'histoire d'un serpent qu'elle voit tous les jours dans son jardin et l'évolution de leur relation jour après jour. Et j'aurais du mal à vous expliquer pourquoi, c'est un livre qui m'a fait un bien profond quand je l'ai lu, et pareil, quand j'en avais déjà parlé en vidéo, j'avais dit que si ce livre faisait 400 pages de plus, je les aurais lus. Si ce livre était en 4 tomes, je les aurais lus. Alors c'est un livre qui n'est pas sans défaut, évidemment, d'un point de vue politique, et même moi ça me fume toujours de constater que des gens décrivent des modes de vie tels que celui-là et mangent quand même des animaux alors qu'ils n'en ont pas besoin. Donc à cet égard, je préviens qu'il y a quand même notamment une scène de chasse qui se débat un peu dans la dissonance cognitive, on va dire. Mais en dehors de ça, c'est un livre que je vous recommande très 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 fortement si vous avez besoin de dépaysement, de beauté, de charme, de description très sensible de la vie quotidienne. Et je suis hyper curieuse d'avoir des recommandations dans le même genre si vous en avez. Ensuite, oh waouh, si vous ne deviez lire qu'un seul livre de toute cette vidéo, il faudrait que ce soit celui-ci. On change complètement de registre, je vous présente un livre dont j'ai déjà parlé sur Instagram et pendant mes lives du dimanche. J'ai lu un roman de science-fiction qui est mon énorme coup de cœur de ce début d'année 2026. Il s'agit de Tout pour tout le monde, une histoire orale de la commune de New York de M.E. O'Brien et Eman Abdelhadi. Là, on va complètement du côté des textes qui parlent de care, qui parlent de solidarité, de lutte et de comment faire advenir une société plus juste et plus égalitaire. Dans ce roman de science-fiction, on est dans les années 2070 et la commune a réussi. Il n'y a plus aucune trace du capitalisme et du fascisme, donc concrètement on a gagné quoi. Et 2 historiennes vont mener des entretiens avec des personnes qui ont participé à tout ce changement social et à toute cette révolution. Et donc ce qu'on va lire, c'est les entretiens et le travail de ces historiennes. Sachez vraiment que je n'aurai de cesse de défendre ce livre tellement je l'ai adoré, tellement je pense qu'on devrait être beaucoup plus nombreux et nombreuses à le lire. C'était mais vraiment incroyable. Les 2 autrices états-uniennes, elles sont chercheuses et militantes. Là, par exemple, en ce moment, elles sont très actives dans le mouvement contre la police anti-immigration. Et ce que j'ai trouvé vraiment formidable dans leur livre, c'est qu'il me semble qu'elles prennent vraiment le problème par tous les bouts. On parle de transformation écologique, on parle de la grève, on parle de génocide et de la Palestine, on parle même de la conquête spatiale et de la façon dont les riches ont privatisé la recherche scientifique.
dans leur propre intérêt et la façon dont des personnes vont se réemparer de la science et des moyens de production, enfin bref. C'est aussi un roman qui parle de care et en fait le soin que les gens s'apportent les uns aux autres, il est totalement au cœur du mouvement social qui est raconté dans le livre. Dans l'histoire, il y a un point de bascule aux alentours des années 2030 où on est tellement nombreuses à souffrir qu'il y a des sortes de points de bascule locaux où les gens vont s'emparer de certaines choses et s'entraider pour les partager. Et vraiment, c'est trop beau de lire ça, ça m'a semblé extrêmement crédible. Ça m'a beaucoup plus parlé que les romans de science-fiction qui décrivent des sociétés merveilleuses et géniales, mais qui ne décrivent pas du tout de manière aussi approfondie et aussi crédible le chemin qu'a permis d'arriver jusque-là. C'est par ailleurs un roman qui ne met pas du tout à distance la question de la violence. On parle de lutte armée, on parle aussi de tous les traumatismes qu'ont laissé les violences coloniales et capitalistes chez les gens. Et bref, tout ça aboutit à une organisation sociale où, en fait, quand les gens regardent en arrière, quand les gens de 2072 regardent notre époque de maintenant, ils la trouvent extrêmement violente et mortifère. Ils ont de la compassion pour nous parce que ils se demandent comment on a fait pour tenir, et cette compassion venue d'un futur imaginaire beaucoup plus beau et beaucoup plus égalitaire, ça m'a pris aux tripes quoi, mais vraiment, je conseille à tout le monde de lire ce livre. J'ai juste conscience que la forme, elle pourra être un peu rebutante, comme on a ces témoignages et ces entretiens, ça peut avoir un côté un petit peu rébarbatif, dans le sens où on n'a pas cette dimension romanesque qui nous entraîne avec des personnages qu'on suit, etc. Mais je vous jure, ça vaut vraiment la peine de picorer, de le lire peut-être en plusieurs fois, chapitre après chapitre, et de laisser ça se déposer en nous, parce que c'est vraiment un livre qui met en action, je trouve, et qui ferait un bon référentiel commun, je trouve. Voilà. Bref, c'est mon plus gros coup de cœur de 2026 pour l'instant, et je vous le conseille très 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 fort. Pour le livre suivant, on change complètement d'ambiance et d'environnement. Je vous parle brièvement d'un livre qui s'appelle S'aimer dans la grande ville de Sang-Young Park. C'est un roman contemporain sud-coréen qui est paru en 2024 et il y a une partie du livre, je crois que c'est le premier tiers, qui a été adapté en série, mais je n'ai pas vu la série. Et donc dans ce livre, nous avons un narrateur qui est très proche de l'auteur d'après ce que j'ai compris, qui va nous raconter ses errances, ses amitiés et surtout sa recherche d'amour dans la grande ville de Séoul. C'est un roman, je trouve que le fait d'en avoir fait un objet très bleu, avec ces tons roses très froids, ces tons pastels, c'est extrêmement bien choisi parce que c'est tout à fait représentatif des couleurs et de l'atmosphère du récit. Parce que c'est un roman très mélancolique qui va beaucoup parler de l'homophobie dans la société coréenne et qui va aussi parler du VIH. Et donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait dans cette vidéo, Margot ? En effet, ça peut paraître un peu paradoxal parce que S'aimer dans la grande ville, finalement c'est un peu une sorte de feel-bad book. Mais si j'ai choisi de le mettre dans cette vidéo, c'est parce que la tristesse de ce livre, pour moi, elle a un côté un petit peu bleu clair, elle a un côté laiteux. Pour moi, c'est le même genre de tristesse que lorsque vous regardez le paysage défiler par la vitre d'un train et que vous écoutez des chansons tristes et en fait, bizarrement, vous vous sentez mieux. Peut-être que ça parlera qu'aux anciens emo-kids comme moi, j'en sais rien, mais c'est le genre de récit où votre solitude, elle va faire écho à celle de quelqu'un d'autre, elle va rencontrer celle de quelqu'un d'autre, et moi, ça m'a hyper touchée, ça m'a fait du bien. C'est aussi un récit, et moi je pense vraiment que j'adore ça, un récit où on est un petit peu dans la banalité du quotidien, surtout quand il s'agit des relations amoureuses. Le narrateur va nous parler de quelqu'un et il va nous dire il rentrait du travail à telle heure, il faisait sécher le linge de telle manière, il va nous décrire l'ambiance dans un petit studio un peu miteux avec la climatisation et la chasse d'eau qui fonctionne pas très bien. Il a aussi un humour qui est un peu caustique et qui est très savoureux, enfin bref. Ma seule réserve, le seul truc avec lequel j'ai eu vraiment du mal par moments, c'est le style. Il y a un style, en tout cas dans la traduction, qui est très simple, c'est raconté à la première personne, c'est raconté au présent, et il y a ce truc, j'ai besoin de votre aide les profs de français, il y a ce procédé stylistique ou narratif, je crois qu'on dit que c'est du discours direct,
mais où le narrateur nous dit des choses du genre « Comment pouvait-il me dire cela ? N'en avais-je pas fait assez ?» J'avoue, moi, je suis pas hyper fan de ça, mais je me suis habituée et je suis quand même contente d'avoir surmonté ce truc-là parce que c'est vraiment un texte qui m'a concrètement émue aux larmes et que j'ai trouvé très beau. J'ai conscience que ça ne parlera pas à tout le monde, surtout de lire encore une histoire queer très triste, etc. Mais ma team émo, des villes et des campagnes, on se comprend, cette reco, elle est pour vous. Ensuite, on retourne du côté des livres un peu printaniers et on retourne surtout du côté du charme et de la beauté. Je voulais vous parler d'un classique dont je crois que je n'ai jamais parlé sur la chaîne alors que c'est un de mes classiques préférés. Il s'agit de Orgueil et préjugés de Jane Austen. Alors je vous montre ce très bel exemplaire en anglais, mais c'est un peu pour faire la meuf parce que je l'ai lu en français. Attention, trigger warning, couverture immonde. J'ai lu à l'époque cette traduction et cette édition chez Flammarion. Je pense que c'est le livre le plus moche de ma bibliothèque, mais est-ce que je devrais pas le garder d'ailleurs ? Est-ce qu'on devrait pas normaliser le fait d'avoir des éditions laides des classiques ? J'espère réussir à vous donner envie tout de même parce que je me doute que quand je vais parler de ce livre, il y a tout un tas de gens pour qui ça va évoquer des images de dames bourgeoises dans des salons qui boivent du thé et qui mangent des gâteaux. Donc si c'est votre cas, sachez que je vous comprends parfaitement, mais laissez-moi quelques minutes quand même pour vous convaincre, ou en tout cas pour vous expliquer pourquoi ce livre, c'est un livre qui m'a fait du bien. La première chose, très simple, c'est que quand j'ai lu Orgueil et préjugés, je me suis dit « Oh waouh, mais c'est ça en fait de lire des classiques, mais c'est trop bien !» Je m'attendais pas du tout à être autant hypée par cette histoire de mariage et de séduction qui se déroule au fin fond de l'Angleterre dans la petite noblesse rurale du XVIIIe siècle. Je m'étais lancée parce que c'est une histoire qui a inspiré plein de comédies romantiques que j'adorais quand j'étais ado, comme Le journal de Bridget Jones ou comme Vous avez un message. Vous avez un message qui d'ailleurs est un film beaucoup trop sous-coté d'après moi. Et donc finalement quand je pense à Orgueil et préjugés, évidemment, je pense à ces choses-là, à des romances hétérosexuelles, très codifiées, un peu humoristiques, etc. Mais je pense aussi à l'impression très forte que ce livre m'a fait à ma première lecture. J'avais dévoré le livre vraiment, je tournais les pages sans m'arrêter et sans m'ennuyer une seule seconde, et ça m'a fait aussi une très très forte impression de charme et d'intelligence. Jane Austen, c'est vraiment quelqu'un, et je pense que les fans de l'autrice me comprendront quand je dirai ça, c'est vraiment quelqu'un dont on peut totalement tomber sous le charme, notamment en découvrant ce livre. C'est quelqu'un qui a cette posture très humoristique, très piquante et très tendre en même temps, qui a vraiment une espèce de vivacité comme ça, de garnement quand elle écrit ses histoires d'amour et ses péripéties. Et j'ai jamais regardé, mais je pense que si les séries un peu comme Bridgerton, ce genre de choses, c'est un peu votre doudou et votre réconfort, il faut absolument lire Orgueil et préjugés. C'est pas très long en plus, et comme je disais, j'avais été ébahie de à quel point ça se lisait hyper bien. Et même si ça a l'air d'être une histoire très codifiée, qui tourne autour du mariage et des conventions sociales, etc., je vous jure qu'il y a un esprit d'effronterie dans ce roman, et il y a quelque chose, je pense, qui séduira beaucoup les personnes qui ont un esprit un petit peu rebelle, quoi. Bon voilà, c'est un des romans britanniques les plus lus au monde, donc je pense que vous n'avez pas eu besoin de moi pour en entendre parler, et peut-être pour le lire, mais si c'est pas le cas, sachez que je vous le recommande très fortement. J'ai entreaperçu la paix de mon âme dans les lacrymos qui font verser des larmes. Et enfin, là ça va être un petit peu particulier parce que je voulais vous parler d'une autrice et de 2 livres que j'ai lus il y a super longtemps. Celui-ci, d'après ce que j'ai écrit au stylo bille sur la première page, je l'ai lu en 2017, donc il y a quasiment 10 ans. Et celui-là, je l'ai lu il y a tellement longtemps que j'écrivais pas encore les dates sur la première page de mes livres. Ce sont 2 livres de Lola Lafont, Une fièvre impossible à négocier et Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce. J'ai donc lu ces textes il y a une dizaine d'années, et en fait, quand j'étais devant ma bibliothèque en train de préparer ma sélection pour cette vidéo, j'ai revu ces 2 livres et c'était une évidence pour moi, si je dois parler de livres qui m'ont fait du bien, de livres qui m'ont donné de la force et de l'espoir,
que je dois parler des livres de Lola Lafont, en tout cas ceux que j'ai lus à cette période-là. Lola Lafont, c'est une autrice contemporaine française, et en fait ses romans, en tout cas ceux que j'ai lus, ils racontent souvent l'histoire d'un personnage qui se reconstruit après un épisode de violence, et dans les deux cas, dans les cas de ces deux livres, on a un personnage qui va se reconstruire grâce à l'engagement politique et en trouvant de la force dans le collectif. Dans Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce, je me souviens qu'il y a aussi une histoire d'amitié floue et qu'il est question aussi de lesbianisme. Et dans Une fièvre impossible à négocier, on a vraiment un personnage féminin qui a vécu des violences sexuelles, qui a été traumatisé par ça, et qui va vraiment trouver la paix et trouver la réparation dans la lutte, et en particulier dans la lutte antifasciste. Ce texte, c'est vraiment un chant d'amour à l'insoumission, à la rébellion et même à l'insurrection, je dirais. Et j'ai juste envie de vous lire une critique que j'en avais fait sur Instagram il y a quelques années. Il est difficile d'évoquer les livres de Lola Lafont sans tomber dans la paraphrase tiède. J'ai énormément aimé celui-ci, comme j'ai aimé tous les autres, car leur radicalité aide à vivre. Ils parlent tous avec la même sensibilité de révolte et d'engagement, de corps fatigués de plier qui se gonflent de force. Le style oral de Lola Lafont crée une litanie à la puissance évocatrice ravageuse, radicale comme son propos. Elle manie les citations comme des collages ou des graffitis. Elle évoque ses racines roumaines et juives, et les fantômes du totalitarisme hantent chacun de ses romans. Ici, page 73, elle cite Pierre Goldman. À Régis, j'écrivis quelques lignes où je précisais que je ne voulais pas entrer dans le vieillissement sans avoir connu le feu d'un combat réel. Qu'aucune jeunesse n'avait de sens qui ne risquât de mourir violemment, et qu'à ma jeunesse, je voulais donner un sens qui ne fût pas de me vautrer dans le plaisir de vivre. Les livres qui apaisent nos incendies sont rares, et ceux qui donnent envie d'en allumer sont plus rares encore. Voilà, j'aime toujours bien retomber sur des vieilles critiques de livres que j'écrivais, mais je trouve que cette dernière phrase sur le fait d'apaiser des incendies et de donner envie d'en allumer, c'est exactement le souvenir que je garde des livres de Lola Lafont, même 10 ans après. Et là, en vous en parlant, je me rends compte que j'ai trop envie de relire celui-ci, donc je vous conseille cette autrice très fortement. Et enfin, pour clôturer, je vous parle un peu en détente comme ça de livres que moi je projette de lire pour ce printemps et qui je pense vont bien aller avec toute la DA de cette vidéo. Le premier livre que j'ai très envie de lire, c'est La péninsule aux 24 saisons de Inaba Mayumi. C'est un roman de littérature japonaise dont j'ai appris l'existence grâce à une story de l'autrice et dessinatrice Maureen Wingrove, alias Digli. Alors si vous ne la suivez pas sur les réseaux sociaux, il faut sachez que pour moi Digli c'est vraiment une dealeuse de ce genre de livres, des livres qui font du bien et qui sont un peu aussi en lien avec la nature et la contemplation. Elle est super forte pour trouver ce genre de texte et pour en parler. D'ailleurs, à un moment, elle le faisait sur YouTube et j'aimais trop les vidéos qu'elle faisait. Et donc, sur son conseil, j'ai acheté d'occasion ce roman qui parle visiblement d'une femme qui va s'isoler à la campagne au Japon pendant 12 mois avec son chat et elle va observer ce qu'on appelle apparemment les 24 saisons. Et voilà, et ça a l'air trop bien. Et donc, quand je cherchais ce roman, je suis tombée sur un deuxième qui m'a semblé répondre tout à fait aux mêmes critères. Il s'agit de L'Aude aux choux sautés de Inoue Areno. Là encore, c'est un roman japonais dont je ne sais pas grand-chose, mais je vous lis juste le début de la 4e de couverture. Dans la banlieue de Tokyo, Koko, Matsuko et Ikuko tiennent une petite cantine de quartier. La cuisine y est familiale, et bien que joyeuse et pleine d'énergie, elles n'ont, pour les clients qui poussent la porte, rien d'extraordinaire. Ce sont des femmes qui prennent de l'âge, des femmes invisibles. Mais il suffit de goûter les beignets de palourde, les croquettes de tofu aux bulbes de lys, ou les bourgeons de pétacite au miso qu'elles cuisinent pour qu'opère une étrange alchimie. Quelle chance d'aimer manger, quelle chance d'être vivante. Donc voilà, apparemment c'est un roman qui a une 15aine d'années et qui parle de femmes qui cuisinent de la cuisine populaire dans une cantine à Tokyo. Donc j'ai du mal à imaginer plus joyeux et réconfortant qu'un livre qui parle d'une cantine populaire et de femmes vieillissantes entre elles. Ça a l'air trop bien. Et ce printemps, et en 2026 même je dirais de manière générale, j'ai très envie de continuer à lire de la fantasy, qui est un genre que j'adore, qui est tellement versatile et qui peut raconter tellement de choses et qui est vraiment une sorte de safe space pour moi.
Ça va le squatter? Et j'ai donc reçu de la part de la maison d'édition Aux Forges de Vulcain 2 livres d'un auteur qui est assez classique et qui est même fondateur du genre. Il s'agit de William Morris et j'ai ici Le lac aux îles enchantées et Le pays creux. William Morris était un militant libertaire et socialiste du 19e siècle et d'après ce que je sais, il a vraiment écrit des textes pour s'opposer à l'industrialisation extrêmement brutale au 19e siècle en Angleterre, et plus globalement au capitalisme naissant de l'époque. Donc j'ai très hâte de lire ça parce que je pense vraiment que ça conjugue 2 choses que je trouve très réconfortantes, on l'aura compris, qui sont une écriture de l'environnement, de la nature, mais qui est là en plus au service d'une vision vraiment sociale et de la lutte. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Donc je suis très curieuse de découvrir ça, surtout que pour ne rien gâcher, les livres sont vraiment magnifiques. Je crois que ça, c'est des tapisseries que William Morris a dessinées. Si vous avez lu cet auteur, n'hésitez surtout pas à me dire par quel livre je devrais commencer. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici, n'hésitez surtout pas, je vous en supplie, à enrichir cette liste et à me parler des livres qui vous ont fait du bien dans les commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez profiter de moins 20% sur Recyclivre, que je remercie encore pour son soutien. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous voulez avoir de mes nouvelles un peu plus souvent, et si vous voulez m'entendre parler de livres plus régulièrement, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le serveur Discord, et n'hésitez pas aussi à passer le dimanche soir, en général, parfois c'est le lundi, je fais un live sur cette chaîne YouTube pour discuter de mes lectures avec ma communauté. Il y a tous les replays dans cette playlist que je vous mets aussi en barre d'infos. Si jamais vous voulez écouter ça, c'est un peu comme une sorte de, je sais pas, d'émission littéraire un peu cosy et avec beaucoup d'interactions et c'est super sympa. Enfin, en tout cas, à chaque fois, moi je passe un excellent moment à enregistrer ces lives. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil ou à passer nous voir les dimanches soirs. Prenez bien soin de vous et des gens qui vous entourent. On lâche rien. À bientôt.